Bonjour à tous et bienvenue à notre webinaire du jour, Prévention du risque routier professionnel. Ce webinaire est organisé dans le cadre de la Semaine de la sécurité routière au travail par Efficience Santé au Travail en partenariat avec l'assurance maladie. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Monsieur Sylvain Pouget, contrôleur de sécurité à la CRAMIF, et Monsieur Pavel Banassiak, ingénieur hygiène et sécurité. Ils vont nous présenter différents points. Tout d'abord, les chiffres liés à la sinistralité. Ensuite, la réglementation et les obligations de l'employeur concernant la prévention du risque routier en entreprise. Et enfin, des plans d'action, des idées, des conseils pour prévenir le risque routier en entreprise et mettre en œuvre un plan de prévention. Avant de passer la parole à Monsieur Pouget, je vais vous présenter un bilan général des accidents du travail. On estime que chaque année, il y a 620 000 accidents du travail avec arrêt, donc 80 000 accidents de trajet, 771 décès par an à cause des accidents du travail, dont 221 lors d'un trajet domicile-travail, ce qui correspond à 53 millions d'indemnités journalières, dont 7 millions consécutives à un accident du travail de trajet. Je passe maintenant la parole à Sylvain Pouget pour un focus sur le risque routier. Si on reporte ces chiffres-là au niveau du risque routier, eh bien, on a enregistré 48 000 accidents de travail avec arrêt, dont 36 000 accidents de trajet. C'est à peu près 13% de moins que l'année précédente. Et comme je vous l'ai indiqué en préambule, évidemment, on est dans une année Covid, mais c'était juste pour vous montrer, malgré tout, l'impact. Finalement, il y a eu un impact, mais pas aussi important qu'on pourrait le penser par rapport au nombre de jours où on a tous été obligés de rester à la maison. Mais malgré tout, des travailleurs ont continué leur activité, et notamment des activités qui ont un lien direct avec le risque routier. Au niveau des accidents du travail mortels, 204 décès enregistrés, dont 149 lors d'un trajet domicile-travail, ce qui fait 55 accidents de travail mission. Et lorsqu'on s'interroge et qu'on regarde sur les 149 trajets domicile-travail, on va dire qu'entre 60 à 70% sont derrière un volant ou derrière un guidon au niveau des deux roues motorisées. Et au niveau des jours d'arrêt, des indemnités journalières, 4,5 millions, 1,2 million pour des accidents de travail et 3,3 millions accidents de trajet. Lorsqu'on fait là, donc on était toute France, et qu'on essaye un petit peu de le rapprocher, c'est globalement la part du risque routier dans la sinistralité globale, c'est 2% des accidents du travail, c'est 10% des décès au travail, c'est 53% des accidents du travail trajet et c'est 67% de décès lors d'un trajet domicile-travail. En moyenne, un arrêt de travail lié à un accident routier, c'est 96 jours d'arrêt, alors qu'un arrêt de travail consécutif à un accident autre que risque routier, on est plutôt aux alentours de 50 jours. Donc, vous voyez que c'est quand même un risque très fortement marqué par sa gravité, peu par la fréquence, mais principalement par sa gravité. Autre petit chiffre qui peut être intéressant, c'est que 63% des accidents routiers ont lieu en agglomération. Alors, lorsqu'on regarde au niveau Île-de-France, donc même type de bilan, pour que vous ayez les chiffres, donc d'un point de vue global et ensuite le focus, on va dire, sur le risque routier. De manière globale, 106 000 AT, dont 23 500 accidents de trajet, 162 décès. Alors, je ne l'avais pas précisé précédemment, mais les décès, c'est hors maladie professionnelle, puisqu'il y a eu des décès consécutifs à des maladies professionnelles. Là, les chiffres sont bien uniquement sur les accidents et pas les maladies professionnelles. Donc, 162 décès, dont 51 lors d'un trajet. Et c'est 8,5 millions de jours d'arrêt indemnisés.
Sur le focus risque routier en Île-de-France, donc 8 600 accidents de travail avec au moins 4 jours d'arrêt, dont 6 700 accidents de trajet. Donc, vous voyez qu'il y a une forte proportion des accidents de trajet. Alors, pourquoi 4 jours? C'est souvent la question qu'on nous pose parce que c'est une donnée qui arrive. Eh bien, tout simplement parce qu'à partir du moment où un accident du travail a fait l'objet de plus de 4 jours d'arrêt, il est forcément codifié par un agent de la CRAMIF ou un agent d'une CARSAT en province. Donc, c'est pour ça qu'on a une très bonne précision, on va dire, sur les raisons, finalement, ou les typologies d'accidents. Au niveau des décès, eh bien, 20 décès liés au risque routier, dont 15 lors d'un trajet domicile-travail. Donc, vous avez fait la soustraction par vous-même, ça fait 5 accidents de travail mortels en Île-de-France. Et c'est 840 000 indemnités journalières réparties à 257 000 en AT et 583 000 en trajet. Ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est bien cette notion de gravité. Vous voyez que le risque routier par rapport aux autres risques, lorsqu'on compare, eh bien, c'est la hausse la plus importante qui a été enregistrée sur l'année 2020 au niveau des augmentations des nombres de jours d'arrêt. Et sachant que toutes les incapacités permanentes partielles ont baissé entre 2019 et 2020, eh bien, le risque routier, c'est celle qui a baissé le moins, puisque c'est la baisse la moins importante par rapport aux IPP globales. Voilà pour quelques chiffres par rapport à cette sinistralité. Donc, en résumé, sur cette sinistralité, c'est bien un risque qui est présent, mais qui n'est pas forcément visible. Mais quand l'accident du travail survient, eh bien, c'est forcément un arrêt long, c'est ce qu'il faut avoir en tête. Il survient peut-être peu fréquemment, mais quand il survient, c'est un arrêt long, voire probablement un décès. En termes de coûts, pardon? Non. D'accord, je croyais qu'on avait une question. En termes de coûts de sinistralité, alors, la tarification des accidents du travail, elle est proportionnelle quelque part à votre effectif. C'est-à-dire que plus vous êtes une grande entreprise, plus vous payez ce que vous coûtez. Et plus l'entreprise est petite, plus elle est à ce qu'on appelle le tarif forfaitisé. Mais sachez que les accidents du travail ont été classés en 6 catégories et qu'on appelle un coût forfaitisé. Et lorsqu'on regarde le coût d'un accident du travail routier, dont la durée moyenne d'arrêt est de 96 jours, eh bien, il faut savoir que si on a une activité de service, il sera imputé au compte employeur 7 359 €. Et donc, il va rentrer dans la cotisation accident du travail maladie professionnelle. Et si je fais partie du secteur de la chimie, eh bien, vous voyez que 11 973 € seront impactés au calcul du coût de ma cotisation. Et lorsqu'on regarde les coûts d'accident mortel, on les connaît peu, eh bien, même comparaison, le coût le plus bas, c'est pour les activités de service et ça va être 439 342. C'est très précis, puisque ces chiffres sont extraits de l'arrêté du 16 décembre 2020 relatif à la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles. Et si on est dans le secteur de la chimie, eh bien, on est à un coût de 751 266. C'est ce que va facturer l'assurance maladie risque professionnel sur le compte employeur. Voilà pour les éléments clés, on va dire. Je vous ai parlé tout à l'heure d'accidents de trajet, d'accidents de travail. Alors peut-être pour certains ce sera un rappel et pour d'autres une découverte, mais en tous les cas, sachez que au niveau du travail, en France, il existe 2 types d'accidents qui sont reconnus, c'est l'accident de trajet et l'accident de travail. Alors, quelles sont les différences? Pour le salarié, il n'y en a quasiment aucune, c'est-à-dire qu'un accident de trajet va être considéré comme un accident de travail. Néanmoins, cet accident, il va survenir forcément entre le lieu d'habitation et le lieu de travail habituel. D'accord? Soit sur le trajet aller, soit sur le trajet retour. Il interviendra aussi l'accident de trajet entre le lieu de travail habituel et le lieu habituel de prise du repas. Donc, c'est la petite flèche au milieu, l'aller-retour étant bien sûr pris en compte. Lorsqu'on dit trajet habituel, eh bien, ça inclut aussi
le chemin qui n'est pas forcément le plus direct entre le lieu d'habitation et le lieu de travail, mais qui est le lieu, il est indiqué là une baguette et un bébé, eh bien, tous les jours, je prends mon pain à la même boulangerie sur mon trajet retour, et donc on va considérer au niveau de la caisse primaire où je dépose, où je reprends mon enfant à la garderie ou à l'école, ça va être considéré comme un accident de trajet puisqu'il s'agit là d'un trajet habituel, soit d'aller ou de retour. Au niveau du salarié, il y aura un délai de carence dans le paiement des indemnités journalières, globalement de 3 jours, à moins qu'il y ait la subordination employeur. Et cet accident de trajet, finalement, s'il survient, il ne protège pas contre un licenciement. Et la période d'arrêt n'est pas assimilée à du travail effectif. Par contre, au niveau de l'influence sur le taux accident du travail, maladie professionnelle, il n'y en a pas. Vous n'aurez pas comment dire, un coût tel que je vous l'ai indiqué dans la diapo précédente, puisqu'il est considéré qu'au niveau des accidents de trajet, l'employeur n'a pas la maîtrise, bien heureusement, du lieu d'habitation de son salarié, et surtout, il n'a pas la maîtrise du moyen de transport. Donc, le salarié est libre d'utiliser le moyen de transport qu'il souhaite, donc que ce soit un moyen de transport en commun ou un moyen de transport de véhicule. Maintenant, l'accident de travail. Sylvain, pardon, avant de passer à l'accident de Oui, travail, alors j'ai vu passer une question. oui, on a une question. L'accident de trajet est-il pris en charge par la société en totalité ou à moitié avec l'assurance du salarié? Alors, ce que va prendre en charge la caisse primaire et l'assurance maladie, finalement, c'est bien le coût de la réparation des dégâts physiques ou psychologiques. C'est-à-dire que si le salarié a un accident avec son véhicule, les coûts qui vont être pris en charge par l'assurance maladie risque professionnel au travers des CPAM va bien être le coût de la réparation physique et psychologique. Le coût matériel, si ce n'est pas une voiture de l'entreprise, c'est l'assurance du salarié qui viendra réparer les dommages causés lors de l'accident, en supposant que le salarié ne soit pas responsable de l'accident. Mais là, c'est le code des assurances qui va s'appliquer, mais pas le code de la sécurité sociale. Voilà, je ne sais pas si j'ai correctement répondu à l'interrogation. Alors, au niveau accident de travail, au niveau de l'accident de travail ou de l'accident de mission, donc l'accident de travail, c'est celui qui va intervenir dans le lieu habituel de travail, donc c'est-à-dire dans l'usine, dans les bureaux, dans les locaux de l'entreprise. Survient donc dans cet accident de travail, je reviendrai après à l'accident de mission, dans cet accident de travail, il est considéré par la législation que le salarié est bien sous l'autorité de l'employeur. Donc l'employeur a toute latitude pour mettre en place toutes les mesures de prévention qu'il juge nécessaires et utiles. En conséquence, il n'y a pas de délai de carence pour la prise en charge lors de l'arrêt. Il peut y avoir une responsabilité de l'entreprise, soit au travers d'une responsabilité pénale ou civile. Et évidemment, il y a, par rapport à ça, un impact direct finalement sur sa cotisation accident du travail, maladie professionnelle, puisque le coût et tous les coûts qui seront liés à la réparation de cet accident sont bien liés à son activité et donc seront bien imputés à son compte employeur. Le salarié est protégé contre les licenciements pendant sa période d'arrêt. Et bien sûr, la période d'arrêt est assimilée à une période de travail effectif. Voilà pour ce qui concerne l'accident de travail. Ensuite, il y a, et notamment quand on parle du risque routier, un autre type d'accident qu'on appelle accident de mission, qui est finalement considéré comme un accident de travail. L'accident de mission, c'est l'accident qui va survenir entre le lieu habituel de travail et les autres lieux dans lesquels le salarié est amené à intervenir. Chez un client, donc il peut intervenir chez plusieurs clients,
ou auprès de fournisseurs aussi, ou auprès de chantiers. Et donc, c'est bien l'accident qui survient entre ces deux sites pendant lequel il est considéré pendant le trajet, et vous verrez qu'après, il y a une importance assez forte. On considère que le salarié est bien sous l'autorité de l'employeur lorsqu'il réalise ce trajet. Contrairement à l'accident de trajet, où il n'est pas sous l'autorité de l'employeur, là, le salarié est bien au volant soit du véhicule de l'entreprise, soit il est dans un avion, soit il est dans un autre moyen de transport, un transport en commun. Et donc, à ce moment-là, l'entreprise elle a toute latitude pour définir le mode de transport, elle a toute latitude pour définir le temps nécessaire, le moment ou les moyens nécessaires pour réaliser ce déplacement. Et donc, il est considéré que cet accident de mission, donc qui survient pendant le déplacement, est bien assimilé à un accident de travail. Et donc, tout accident qui va survenir pendant ce déplacement aura les mêmes conséquences que celles que je vous ai expliquées en tant qu'accident de travail qui interviendrait à l'intérieur du site habituel et du lieu de travail de l'entreprise. Sylvain, nous avons J'ai une vu question. passer une question, oui. En période d'essai, est-ce que la durée de l'AT est prise en compte? Alors, oui, ça va repousser la période d'essai, en fait. C'est-à-dire que si le salarié est arrêté, je ne sais pas moi, 8 jours, 15 jours, eh bien, ça va décaler d'autant la fin de sa période d'essai. D'accord. Merci. Alors, au niveau accident de la route, donc on a parlé donc de la différence entre accident de trajet et accident de travail et accident de mission. Tout ça, c'est un coût. C'est globalement, les accidents de la route, c'est un coût global d'1,9 milliard, presque 2 milliards d'euros. Dans ces coûts-là, nous, on les identifie de deux niveaux. C'est ce qu'on appelle les coûts directs et les coûts indirects. Les coûts directs, c'est les coûts les plus visibles pour vous, entreprise. C'est-à-dire que ça va être les frais directs qui vont être payés pour réparer finalement l'accident du travail. Donc, vous allez avoir des visibilités sur les frais de pharmacie, les frais médicaux, les indemnités journalières, voir s'il y a handicap derrière, des indemnités en capital, voire une rente. Et on pourrait ajouter aussi sur ces coûts directs, finalement, c'est les coûts d'assurance, quelque part. Et puis, il y a des coûts qui sont un petit peu moins visibles, qui sont les coûts indirects, qui sont les coûts liés à la perte de production, puisque ce n'est pas forcément un salarié absent, on va devoir le remplacer, ou on ne pourra pas le remplacer, ou on décidera de ne pas le remplacer. Donc, finalement, vous allez perdre un peu en productivité. Probablement, si je dois le remplacer, eh bien, j'ai une perte au niveau de la qualité du travail parce que son remplaçant ne sera peut-être pas efficace tout de suite de la même manière que mon titulaire. Je peux avoir aussi une perte de matériel, c'est-à-dire que s'il est au volant d'un véhicule utilitaire léger de l'entreprise et que le véhicule est plus utilisable, va forcément falloir le remplacer. Et puis, forcément, il y aura des majorations de primes d'assurance, etc. On a l'habitude de dire, et c'est pour ça qu'on vous a un peu, mis les barres de cette manière-là, que les coûts indirects représentent quasiment 3 fois le coût direct. C'est à peu près, c'est à peu près les ratios qui sont définis par les économistes qui s'y connaissent sur ce sujet-là. Merci beaucoup, Sylvain. Et donc maintenant, Pavel, est-ce que tu peux nous parler de la réglementation et des obligations de l'employeur concernant la prévention du risque routier? Alors, au niveau du point de vue juridique, au niveau de la réglementation, le salarié, dans le cadre de son activité, comme on l'a vu tout à l'heure, c'est qu'il va être lié à son entreprise, il y aura une relation de hiérarchie avec son employeur. Dans le cadre de son entreprise, les salariés vont être soumis à un certain nombre de règlements, notamment le règlement intérieur, de consignes qui ont été données par l'entreprise. Donc ça, c'est des éléments qui sont en interne dans l'entreprise. Lors du déplacement,
le salarié, si l'entreprise a donné un certain nombre de consignes, de règles de déplacement, devra également appliquer ces différentes règles de déplacement qui ont été données par l'employeur. Mais également, lors de son déplacement, le salarié il devra respecter le code de la route et il sera également soumis en cas d'accident au code des assurances, bien entendu. Et dans le cadre d'autres activités qui ont lieu, par exemple, comme on a vu tout à l'heure, chez un client ou sur un chantier, il peut être aussi assujetti à d'autres consignes, comme d'autres règlements comme le plan de prévention ou le protocole de sécurité pour les activités qui sont cadrées. Du point de vue de l'employeur, lui, comme on l'a vu en entreprise, il aura une responsabilité parce que c'est dans son entreprise que les salariés, que les travailleurs vont travailler, mais également lors du déplacement de mission du salarié. Lors de ce déplacement, vu que le salarié sera sous l'autorité de l'employeur devra appliquer le code du travail. Il sera aussi assujetti au code de la sécurité sociale, au code pénal en cas d'accident. Donc, on voit très bien que ce n'est pas parce qu'il y a le code de la route que l'employeur peut se cacher derrière ce code de la route. Oui, le salarié doit appliquer le code de la route. C'est que même en dehors de l'entreprise, dès que le salarié va être sous l'autorité de son employeur, dès qu'il va réaliser une activité dans le cadre de son travail, l'employeur aura une responsabilité derrière. Ça, on le verra juste après dans les diapos suivantes. Donc, d'un point de vue réglementaire, l'employeur doit prendre les différentes mesures pour assurer en fait, la sécurité et protéger la santé physique et mentale de ses travailleurs. Cette obligation donc, qui est assez générale, qui doit également elle doit être appliquée à l'ensemble des risques, y compris le risque routier. Donc, pour ça, l'employeur devra mettre en place un certain nombre d'actions de prévention pour limiter l'exposition au risque. Il doit également informer et former les salariés aux différents risques. Donc, par exemple, dans le risque routier, c'est donner un certain nombre de consignes par rapport à ce déplacement et mettre une organisation avec des moyens qui vont être adaptés vis-à-vis de l'entreprise en fonction de la taille de l'entreprise. Voilà, donc toutes ces obligations-là doivent être mises en place et également dans le cadre du risque routier également. Ensuite, ces obligations-là seront transcrites dans ce qu'on appelle le document unique, donc le risque routier qui fait partie de l'ensemble des risques professionnels, doit également y être inscrit dans le document unique en fonction des unités de travail où il va être présent. L'employeur doit évaluer ce risque routier, donc on parle bien de risque routier professionnel, donc de mission, doit être évalué dans le document unique et avoir son plan d'action qui est dédié à ce risque-là pour toujours minimiser le risque, en tout cas maîtriser au mieux ce risque-là. Voilà, donc on intègre aussi le risque routier dans le document unique, en fonction des unités de travail où il sera bien présent. Alors, également, dans la partie réglementaire, l'employeur doit mettre en place un certain nombre de principes généraux de prévention. Donc, ils sont au nombre de 9. Et du coup, il doit appliquer ces principes de prévention au risque routier, en partant du plus efficace qui est d'éviter le risque. Bien entendu, quand on peut éviter les différents déplacements, là, en évitant les déplacements, on n'est plus exposé au risque. Jusqu'au moins efficace, c'est donner les instructions qui vont être appropriées aux travailleurs, mais sans pour autant les vérifier de son application. Voilà, donc, il doit également appliquer ces différents principes de généraux de prévention. Donc ça, on le verra tout à l'heure lorsqu'on abordera la question du plan d'action, la question du comment prévenir les différents risques, en tout cas comment mener le plan d'action du risque routier. Et justement, Pavel, comment faire pour prévenir le risque routier? Quels sont les moyens à disposition des employeurs? Très bien. Alors, pour prévenir le risque routier, donc avant de parler de prévention du risque routier, de vous expliquer un peu quels vont être les moyens que vous avez pour, en tout cas, minimiser le risque, en tout cas, améliorer
de minimiser l'exposition. En fait, il faut connaître un peu ses déplacements, donc savoir d'où on va. Donc, dans un premier temps, en fait, ce que je vous invite à mettre en place le plan d'action, c'est de construire un certain nombre d'indicateurs. Ces indicateurs vont s'orienter autour de 3 axes. Donc, le premier, c'est tout ce qui concerne le recensement du personnel. C'est de comprendre quels sont les métiers qui se déplacent et connaître ces différents métiers qui se déplacent, notamment en termes de fréquence, de kilométrage, du nombre de déplacements qui sont réalisés par métier. Ensuite, on va s'intéresser aux matériels utilisés. Donc, tout simplement, faire un état des lieux des véhicules qui sont utilisés, le nombre de véhicules, le type de véhicule qu'on a et que le kilométrage de chaque véhicule. Et au niveau du dernier point, on va s'intéresser à la sinistralité. Donc, c'est d'avoir un journal de bord au niveau de la sinistralité en prenant en compte les différents accidents de la route qui ont été constatés, les différents constats qui ont été transmis aux assurances et les différents accidents du travail qui ont été aussi déclarés au sein de l'assurance maladie. Voilà. Donc, ça permettra d'avoir un tableau, savoir d'où on part, et lorsqu'on aura mis en un certain nombre d'actions, ça va permettre de mesurer en fait l'impact et du coup l'amélioration de ces différentes actions qu'on a mis en place pour prévenir le risque routier. Alors, pour compléter comment dire, cette première diapo sur la prévention du risque routier, on pense peu à construire ce type d'indicateurs, alors qu'ils sont, j'allais dire, pour ceux qui se déplacent, fondamentaux, y compris pour des métiers tels que des commerciaux, par exemple. Moi, je me souviens d'une entreprise qui avait fait ce travail-là, où ils avaient des commerciaux qui finalement rayonnaient sur l'ensemble de la France, et en recensant l'ensemble de ces indicateurs, notamment les kilométrages, etc., et ils y ont aussi comment dire, associé d'autres types d'indicateurs qui n'ont rien à voir avec la prévention des risques, mais qui sont combien de face-à-face clients ils faisaient par jour, combien de chiffre d'affaires ils faisaient, etc. Et ils se sont rendus compte que finalement, au travers de ces indicateurs, ils avaient 2 profils. Un profil qui pourrait s'apparenter en termes de déplacement, si vous me permettez, à une mouche. Donc, c'est-à-dire que la personne allait n'importe où et était capable de faire dans une même journée entre 250 et 350 km jour. Et évidemment, pendant qu'il faisait ses déplacements, il ne voyait pas de clients. Et donc, il faisait 2 clients par jour. Et il revenait sur lui-même, etc. Et d'autres qui étaient beaucoup plus rationnels dans leurs déplacements et qui avaient des déplacements qu'on pourrait appeler un petit peu en étoile, qui se positionnaient sur un lieu en Île-de-France ou dans une région, puis en se disant, bon, voilà, aujourd'hui, je vais rayonner dans cette zone-là, je vais prendre des rendez-vous dans cette zone-là, etc. Et bien évidemment, ce qu'ils ont constaté, c'est que ceux qui faisaient le moins de route, c'est ceux qui étaient le plus efficaces. Donc, en fait, à la fois sur le champ de la prévention et sur l'efficacité, on retrouvait des éléments. Un autre exemple aussi sur la connaissance, quand on parle du recensement du matériel utilisé, ce qui est intéressant, c'est de savoir ce qu'on fait avec ces véhicules. Vous le verrez après, ça vous sera présenté, puisque dans une entreprise où ils ont fait ce travail-là en recensant les types de véhicules, ils avaient des activités plutôt commerciales, donc avec des gens qui avaient des véhicules, on va dire, classiques de monsieur tout le monde, et puis ils avaient d'autres qui étaient des techniciens et qui allaient en entreprise pour dépanner. Et ils se sont rendus compte, en faisant leur recensement des véhicules, que parfois, les commerciaux dépannaient les techniciens. Et donc, dans leurs véhicules, j'allais dire classiques, de type, je crois qu'ils avaient des 2008, eh bien, ils installaient des pièces lourdes et qui, en cas de choc, risquaient de les blesser et de les écraser, vu le poids de la charge. Donc, tous ces éléments-là, ils peuvent vous paraître un peu pas forcément intéressants en se disant, mais pourquoi on va aller chercher les kilomètres, pourquoi on va aller chercher le type de véhicule? Eh bien, parfois, on peut tomber sur des choses et avoir des actions concrètes dans la mise en place de mesures de prévention. Merci Sylvain. Voilà, donc première étape, donc construire ces indicateurs. Donc là, vous avez un exemple de tableau d'indicateurs, mais comme l'a dit Sylvain, on peut rajouter, en fonction de votre activité, d'autres indicateurs qui peuvent être pertinents en tout cas dans la réflexion et dans la démarche de prévention. Voilà.
Et lorsqu'on a ces indicateurs, on peut maintenant commencer à travailler sur le plan d'action du risque routier. Ce plan d'action, en fait, va s'orienter autour de 4 axes qui sont principaux. Le premier qui concerne l'organisation des déplacements, le choix et l'entretien du véhicule et la gestion des communications et le management des compétences. Voilà, l'ensemble des actions vont se dérouler autour de ces 4 axes. Alors, au niveau du premier axe, donc au niveau de la gestion et l'organisation des déplacements, donc ce qui est important tout d'abord, c'est de définir une politique de réduction de l'exposition. Cette politique qui permet de réduire, c'est vraiment un travail de l'employeur. Il va fixer les différentes règles pour limiter en fait l'exposition au risque. Comme on l'a vu tout à l'heure dans les principes généraux de prévention, ce qui est le plus efficace, c'est d'éviter le risque. Et là, on est vraiment dans cet espace-là, dans cette notion-là. Donc, premièrement, on va proposer des solutions qui sont alternatives pour limiter le déplacement. Donc, maintenant, il y a un certain nombre de modes qui sont développés, donc, tout ce qui concerne les visioconférences, la télémaintenance qui est à distance, même le travail à distance. Ça, toutes ces méthodes de travail limitent les déplacements. On peut également inciter les salariés, dans la mesure du possible, toujours faire intelligemment, à l'usage des transports en commun. Voilà, donc quand je dis dans la mesure du possible, c'est que dans certaines régions, les transports en commun ne sont pas forcément développés. Donc dans ces régions-là, on va par exemple utiliser le déplacement multimodal, c'est-à-dire on utilise les transports en commun pour la majorité des kilomètres. Et pour finir à notre déplacement, on peut utiliser par exemple une voiture de location. Voilà. On va aussi mettre à disposition un certain nombre d'outils, comme une plateforme de réservation qui va faciliter la réservation et l'usage des différents transports en commun, notamment la réservation des billets, la réservation de l'hôtel ou les réservations des voitures de location, par exemple. Et également, on peut souscrire à des contrats avec des prestataires, notamment des loueurs ou des sociétés de taxi qui vont faciliter en fait, le travail des salariés. Ça évitera qu'on prenne une voiture personnelle, une voiture de l'entreprise, par exemple. Dans cette politique-là, on va également réduire le temps de conduite. Donc, pour réduire, on va gérer, en tout cas, essayer de regrouper les différents déplacements par zone géographique. Donc, ça évite l'effet de ce qu'a dit tout à l'heure Sylvain, c'est de faire plein de déplacements comme une mouche un petit peu au sein d'un périmètre, mais on va regrouper ces zones-là. On pourra découcher le salarié, c'est-à-dire le faire dormir à l'hôtel pour éviter de refaire revenir tous les soirs à son domicile. Donc, ça aussi, c'est une mesure qui permet de réduire les déplacements, en tout cas l'exposition, et le fait d'utiliser les autoroutes, donc avoir un abonnement, par exemple, autoroutier, qui permet de se déplacer, faire un nombre de kilomètres dans un temps réduit. Voilà, donc ça, c'est des mesures, un exemple de mesures qui permettent de mettre en place une réduction, une politique de réduction de l'exposition. Voilà. Toutes ces règles-là, bien entendu, on va les rédiger dans une charte. Donc, dans la diapo suivante, je vais vous présenter un exemple de charte qui permet en fait de cadrer en tout cas les différents déplacements. Lorsqu'on a défini cela, il faut bien entendu les communiquer et expliquer les différentes règles aux salariés qui sont concernés, parce que le tout n'est pas de communiquer, de donner les règles. Il faut les accompagner, les salariés, il faut leur expliquer pourquoi on a mis ça en place. Et derrière, il faudra également vérifier l'application des différentes règles pour comprendre si ces éléments sont bien en place, si les actions qu'on a mises en place sont bien pertinentes, si la politique elle est bien pertinente vis-à-vis de l'entreprise et surtout si c'est adapté. Donc, on va vérifier l'application de ces différentes règles. Alors, effectivement, ça, c'est très, très important dans l'application des règles de déplacement que l'entreprise ait de la visibilité. Alors, vous allez me dire, on ne les voit pas, ils sont à l'hôtel, ils sont partis. Si, tous les mois, vous signez des notes de frais. Et donc, le fait de signer les notes de frais, vous savez ce qu'ils font. Et bien souvent, on regarde la note de frais uniquement que sur l'aspect comptable des choses, en disant, est-ce qu'il ne m'a pas trop
comment dire, 1000 km? Est-ce qu'il a pris le bon hôtel avec le bon forfait, le bon restaurant avec le bon forfait, etc. Non, oui, OK, il y a ce contrôle-là à faire, etc. Mais il y a aussi un contrôle de cohérence par rapport aux règles de déplacement. C'est de regarder, finalement, il est allé à cet endroit-là, et puis le lendemain, il était ici, et tiens, c'est bizarre, je n'ai pas de frais d'hôtel. Qu'est-ce qu'il a fait? Alors, il a peut-être dormi dans sa famille, qui habite à proximité, OK, très bien, mais je vais au moins lui poser la question. Ah, il est peut-être rentré chez lui. Plusieurs exemples, moi, que j'ai eus très, très concrets dans les entreprises. Par exemple, un équipementier sportif qui, en regardant ses notes de frais, s'est rendu compte que des salariés ne dormaient pas. Voilà, ils faisaient des journées de 24 heures. Voilà. Concrètement, ils faisaient des journées de 24 heures, alors que l'entreprise, à aucun moment, leur a demandé des journées de 24 heures. Mais le salarié, dans le cadre de son activité, donc vous imaginez, je suis un équipementier sportif, je dois assister avec des clients à des événements sportifs, eh bien, certains se déroulent le soir et d'autres plutôt dans la matinée. Et comme ça, plusieurs fois, ils ont topé des déplacements de salariés qui étaient à Nantes jusqu'à 21 heures et qui se retrouvaient le lendemain à Toulouse à 11 heures, sans frais d'hôtel. Donc, que faisait le salarié? Il a roulé de Nantes à Toulouse dans la nuit, et il aurait pu très bien s'endormir, malheureusement avoir un accident mortel sur la route, et derrière, lorsqu'il y a enquête, qui a demandé à ce qu'il fasse ça? Personne, mais sauf que si c'était une situation habituelle et que l'entreprise a signé les notes de frais, elle ne pouvait pas ne pas le savoir. Donc, les notes de frais sont vraiment des mines, j'allais dire, d'informations, non pas sur les aspects de contrôle financier, ça, ce n'est pas mon point de vue et ce n'est pas mon champ de bataille, j'allais dire, mais sur les aspects de prévention et de règles de déplacement. J'ai un autre exemple là, qui me vient en tête sur des salariés qui intervenaient la nuit dans des magasins de la grande distribution. Pendant que ceux-ci étaient fermés, ils réalisaient des travaux d'installation technique. Et évidemment, leur temps de travail, c'était grosso modo de 21 heures jusqu'à 3-4 heures du matin. Et l'entreprise, je la connaissais bien, ne était absolument pas avare des frais d'hôtel et leur payait les nuits d'hôtel sans aucun souci. Sauf que vous imaginez bien, vous êtes à 4 heures du matin, vous rentrez à l'hôtel à 4 heures du matin, vous êtes dans la semaine, bien évidemment, donc je ne parle pas de ceux qui rentrent de fêtes nocturnes, mais bien du travail. Et le lendemain à 6 heures, les premiers se lèvent. Et puis, l'hôtel, à 10 heures, il vous demande d'avoir libéré les chambres. Donc, en clair, les salariés, rarement, allaient à l'hôtel. Sauf quand ils avaient des déplacements très, très longs. Mais quand ils avaient des 300 ou 400 km pour rentrer chez eux, ils le faisaient. Même si le lendemain, ils devaient revenir au même endroit. Et cette entreprise, elle a eu 2 accidents graves, non pas sur le champ humain, bien heureusement, mais sur le champ matériel, 2 voitures où les salariés se sont endormis sur l'autoroute, sur les phases aller ou retour, entre le domicile et le travail. Et là, ça a interpellé l'entreprise, et donc ils ont regardé les notes de frais. Et ils se sont rendus compte effectivement que les salariés ne prenaient pas. Et quand ils les ont interrogés sur le fait qu'ils ne prennent pas ces nuits d'hôtel, ils ont exprimé le fait que d'aller à l'hôtel pour y rester 3 heures, c'était insuffisant. Qu'a fait l'entreprise? Elle a passé un contrat national avec une chaîne d'hôtels où elle a payé un surcoût lié à la libération des chambres à 14 heures. Donc, ce qui veut dire que le salarié pouvait, alors bien évidemment, il rentrait à 4 heures, bien évidemment, il était réveillé à 6 heures ou à 7 heures, mais il avait la possibilité de conserver la chambre jusqu'à 14 heures. Et l'entreprise payait, bien sûr, le surcoût ménage lié à la prestation tardive du ménage. Alors, j'ai vu passer la question. Évidemment, tout le monde n'a pas respecté cette règle, d'accord? Mais d'une règle où personne ne la respectait parce qu'il y avait une bonne raison, quelque part, de ne pas la respecter, on est passé, on va dire, à un respect de la règle, on va dire quasiment aux 3/4, parce que, évidemment, certains salariés ne voulaient pas découcher.
préféraient rentrer chez eux pour plusieurs raisons qui leur sont propres. Mais globalement, le pourcentage, j'allais dire, de respect de ces règles-là, elles se sont nettement améliorées. Et l'intérêt aussi, très basiquement, c'est la responsabilité pénale. C'est que derrière, l'entreprise, elle s'est donné les moyens pour que cette règle soit respectée. Alors, je veux bien qu'on dise la question. La question, c'est il y a des applications qui font le suivi, mais elles sont rarement acceptées par les salariés qui le vivent comme un flicage. Bien sûr. La société doit, si elle le veut, passer par les autorisations des représentations syndicales. C'est donc compliqué quand la comptabilité ne communique pas avec les responsables. Quelle alternative dans ce cas pour un suivi en douceur? Je n'ai pas forcément de réponse toute faite sur cette question-là, mais globalement, pour moi, c'est une application de bon père de famille. C'est-à-dire que si c'est un contrôle strict qui va aboutir derrière sur une sanction immédiate inscrite dans le règlement intérieur avec un blâme ou une mise à pied, voire un licenciement, c'est clair que c'est compliqué et ce ne sera pas accepté. Dans toutes les règles et les applications de contrôle, il y a une phase de compréhension nécessaire. Et si on n'a pas cette phase de compréhension, de toute manière, on rentre directement dans le flicage et c'est forcément mal pris. Dans l'exemple de l'entreprise que je vous citais, ils n'ont pas du tout été sur le mode sanction dès le départ et non-respect des règles des déplacements. Ils ont d'abord cherché à comprendre. Et ça, je pense que c'est important. C'est comme quand on fait n'importe quelle analyse d'accident du travail, le premier réflexe que tout le monde a, il n'a pas respecté la consigne. Donc, il est sanctionnable. Oui, nous, préventeurs, on n'a pas cet aspect-là. C'est la première question qu'on va se poser, c'est OK, il n'a pas respecté la consigne, mais pourquoi il ne l'a pas respectée? Est-ce que la consigne était respectable? Est-ce qu'elle était respectée déjà par l'ensemble des gens? Et pourquoi ce jour-là, il ne l'a pas respectée? Avant de rentrer dans la sanction, je vais être dans cette phase de compréhension. Et si on rentre dans cette phase de compréhension, on peut trouver un peu plus d'acceptation à la fois de la part des représentants du personnel dans les notions de contrôle et aussi dans les salariés parce que dans ce cas-là, typiquement, le salarié, oui, il a expliqué, il a dit « moi, je suis désolé, mais dormir à l'hôtel pour 2 heures, ça ne m'intéresse pas ». Et il avait entièrement raison. Ils avaient entièrement raison puisqu'ils ont été plusieurs à remonter l'information. Voilà, c'est… Les notes de frais, posez la question à vos conseillers juridiques, vous les signez, donc vous les validez, donc vous en avez connaissance. Et si dedans, il y a des choses qui ne sont pas conformes aux règles de déplacement et qu'en plus, derrière, elles exposent le salarié à un accident mortel, je ne suis pas juriste, moi je suis préventeur et technicien de formation, mais posez la question à vos juristes et je pense que vous aurez un peu plus de réponses et je pense qu'ils iront dans mon sens. Mais là, on parle peut-être de managers de proximité qui n'ont pas forcément accès aux notes de frais. Théoriquement, après, je ne connais pas toutes les organisations d'entreprise, mais c'est bien le manager de proximité ou du moins son N+2 qui va signer la note de frais. Donc, il n'y a pas que le comptable. Le comptable, lui, il va regarder sur la véracité, l'adéquation avec les règles de remboursement de l'entreprise. Mais celui qui va signer, c'est bien un représentant et un encadrant de l'entreprise. Donc, à partir de là, il a quand même une position qui fait qu'il a le contrôle, bien sûr, contrôle économique, comment on appelle ça, la gestion des budgets, et voilà. Mais il a aussi, quelque part, derrière, il signe finalement une manière de travailler. Ça me faisait penser aussi à d'autres choses où certaines entreprises donnent des paniers, des primes de panier, en disant tiens, tu te déplaces, tu vas devoir coucher à l'hôtel, je te donne un forfait alors je vais dire une bêtise, peut-être de 300 € au jour. Voilà, et ça va couvrir tous tes frais. Eh bien, en termes de risque routier, c'est complètement délétère parce que va faire le salarié? C'est que ces 300 €, c'est des compléments de salaire. Et si vous le donnez directement, il ne les utilisera pas à prendre un hôtel. Et ça, moi, j'ai aussi eu un exemple d'une entreprise où c'était une entreprise qui intervenait sur des chantiers de courte durée toute France,
Et donc, pour que ce soit beaucoup plus simple pour lui, qu'il n'ait pas à gérer des notes de frais, il donnait des primes paniers. Sauf qu'en posant des questions, il s'est rendu compte que finalement, les gars, ils mangeaient des sandwichs et ils dormaient dans le camion. Donc, quand vous êtes dans un véhicule utilitaire léger, vous êtes à 3 dans le camion, pas terrible quand même. Et donc, du coup, eh bien, il est revenu à la note de frais et il est même allé beaucoup plus loin, c'est-à-dire qu'il est allé dans une des dispositions qui vous a été présentée, c'est-à-dire que c'est lui qui réservait la chambre d'hôtel. C'est-à-dire concrètement, c'est lui qui appelait l'hôtel et c'est lui qui réservait. Comme ça, il était sûr que ces gars devaient aller à l'hôtel. Après, ils prenaient ou ne prenaient pas la chambre, mais au moins, ils avaient une chambre de réserve. D'où l'importance de connaître, ces modes de déplacement, connaître comment les salariés se déplacent, de définir du coup les consignes qui sont données aux salariés et puis de vérifier que ces consignes sont bien adaptées, sont bien respectées derrière. Alors, je continue, donc je vous avais dit que je vous donnais un exemple de charte de déplacement. L'une des premières règles qu'on va donner dans ces chartes de déplacement, c'est vraiment les règles qui sont internes vis-à-vis des modalités de déplacement. C'est l'employeur qui définit comment le salarié se déplace. Comme on l'a vu tout à l'heure, c'est lui qui signe du coup les notes de frais. Donc, c'est lui qui peut définir ces différentes modalités de déplacement. Donc, ça, c'est un des premiers éléments qu'on va mettre dans la charte de déplacement. Voilà. Ensuite, dans le cas de déplacement où il y a un usage d'un véhicule, que ce soit un 2 roues, une voiture ou même un vélo, rappelez le code de la route. Comme ça, on est bien clair. C'est bien clair que le salarié doit bien respecter le code de la route, mais ça permet d'avoir une piqûre de rappel. On peut aussi mettre quelques informations sur les différents comportements qui sont à risque, notamment en ce qui concerne la vitesse, l'alcool, l'usage des médicaments ou la ceinture de sécurité. On peut mettre des règles un petit peu plus spécifiques à l'entreprise par rapport à l'utilisation des véhicules qui sont mis à disposition, sur le fait de comment on les réserve, la mise à disposition si on est dans des véhicules de fonction, comment ces véhicules doivent être entretenus, quel est le type d'assurance, la réalisation du contrôle technique ou le signalement d'une panne. On peut également y faire référence à des bonnes pratiques, par exemple notamment l'éthylotest, les différentes pauses que le salarié doit respecter, on doit avoir en tout cas dans son déplacement, les différents temps de repos, ça on l'a vu avec l'exemple de Sylvain, et d'autres éléments qui sont en lien avec la conduite par mauvais temps ou le fait de pouvoir travailler à distance. Voilà. Donc, on peut mettre vraiment un certain nombre de règles, en tout cas un certain nombre d'éléments qui vont être dans ces chartes de déplacement. On va également aussi rappeler aux salariés qu'il peut y avoir différentes sanctions, notamment donc, celles qui sont fixées réglementairement par le code de la route, mais aussi les sanctions qui peuvent être internes vis-à-vis de l'entreprise. Voilà. Donc ça, c'est des choses qu'on peut mettre dans la charte de déplacement. Voilà. Ensuite, lorsqu'on a bien défini notre politique de déplacement, une politique de réduction des déplacements, on va mettre en place un certain nombre de moyens. Donc ces moyens, ça peut être de l'organisation, ça peut être des moyens humains qui vont aider le salarié, notamment à préparer son déplacement. Donc en fonction de l'organisation, déjà, on va lui donner les informations qui sont suffisamment en avance pour que lui puisse préparer son déplacement. Voilà. On peut également former un salarié, en tout cas désigner un salarié qui va être dédié à la préparation des déplacements. Notamment, ce salarié devra définir le meilleur itinéraire pour le salarié, pourra faire les réservations, comme on a vu tout à l'heure dans l'exemple de Sylvain, et pourra aussi comptabiliser, voir si les déplacements sont compatibles avec les heures de travail. Ce n'est pas tout de donner un certain nombre de missions à faire, mais il faut que ces missions-là soient bien compatibles avec les horaires, en tout cas, de travail du salarié. Ce qui est aussi conseillé, c'est de donner un accès Internet aux salariés, que ce soit dans l'entreprise pour qu'ils puissent checker un certain nombre d'informations, mais aussi en dehors de l'entreprise, lors du déplacement, s'il a besoin de vérifier, c'est toujours d'avoir un accès Internet, avoir un accès aux différentes informations. Dans certains cas, il peut y avoir des logiciels qui permettent d'organiser les tournées, qui permettent d'optimiser les tournées en faisant
le moins de kilométrage possible, en prenant en compte aussi les caractéristiques du véhicule. Voilà, donc ça, c'est des logiciels qui existent, qui permettent d'organiser les tournées avec un certain nombre d'éléments qui optimisent ces tournées-là. Et il existe aussi du matériel, des GPS, où on peut directement charger les coordonnées du client dans le module GPS, et ainsi, le salarié a toujours les bonnes informations, l'ordre de mission, les adresses, les numéros du téléphone du client s'il y a besoin. Voilà. Donc ça, c'est des moyens qu'on met à disposition pour pouvoir organiser le déplacement du salarié. Dans ces déplacements, lorsqu'on va organiser ces déplacements, on va prendre un certain nombre de contraintes. Donc ça aussi, il faut bien l'entendre, il faut bien le prendre en compte, notamment les temps de pause, justement sur les déplacements longs. On ne peut pas faire d'une traite 4, 5, 6 heures de déplacement. Il faut prendre en compte le temps de pause durant ces déplacements longs. S'il y a du déplacement en véhicule, bien sûr. On va prendre en compte aussi les états des routes, le trafic routier. Voilà, donc dans certaines régions qui sont un petit peu montagneuses, il va y avoir une météo qui peut être assez capricieuse. On va prendre en compte ce temps. Au lieu de mettre, je ne sais pas, par exemple 1 heure, on va mettre 1h20 de déplacement parce qu'il y aura des contraintes qui sont liées à l'état des routes ou même à un trafic routier par rapport aux bouchons. Donc, prendre ces différentes contraintes. Et puis, dernier élément qu'on prend en compte dans l'organisation de ces déplacements, c'est notamment le véhicule. À savoir, on ne va pas rouler de la même façon si nous avons un véhicule, par exemple, si on prend un utilitaire qui est vide ou qui est chargé avec du matériel. On va prendre en compte le gabarit aussi et le fait d'avoir une remorque ou pas. Donc, il y a tout un tas de paramètres qu'on peut prendre en compte pour mieux organiser le déplacement, en tout cas du salarié, en tout cas l'aider dans son déplacement. Val, on a une question. Oui. Alors, on a 2 questions en réalité. Et puis, je voulais aussi préciser aux spectateurs que la présentation leur sera envoyée demain parce qu'il est déjà presque l'heure. Et donc, peut-être que pour la suite, on ne pourra pas tout détailler. On donnera juste les points clés. Mais en tout cas, la présentation sera envoyée demain par mail. Alors, s'il interdire explicitement l'alcool et les stupéfiants au volant dans la charte, quelle est la responsabilité de l'employeur si ce n'est pas précisé? Alors, tout ce qui concerne, par exemple, drogue. Donc ça, c'est… Je pense que si dans la charte, il y est stipulé le respect du code de la route, cela doit suffire. Point d'interrogation. Alors, il est toujours mieux, en fait, d'aller au-delà, enfin, en tout cas, nous, en tant que préventeur, toujours aller au-delà de ce qui est code de la route, notamment vis-à-vis de l'alcool et des stupéfiants. Donc, les stupéfiants, quoi qu'il arrive, c'est interdit au niveau de la consommation. Mais c'est vrai, au niveau de l'alcool, c'est toléré. Maintenant, Sylvain, je parle sous ton contrôle. Maintenant, au niveau de l'alcool, je pense que si on définit des consignes dans l'entreprise, on peut très bien aller au-delà des spécificités du code de la route. Oui, je suis Donc, tout à fait… on pourrait interdire, il y a certains métiers où on interdit la consommation d'alcool, ou en tout cas de conduite sous l'effet d'alcool. Donc, d'un point de vue consigne de l'entreprise peut très bien interdire toute consommation d'alcool lors de la conduite, en fait. Voilà, tout simplement. Oui, tout à fait. Je pense il vaut mieux aller plus loin. De toute manière, c'est toujours mieux en cas d'accident et en cas de recherche de responsabilité. Enfin, moi, ça a toujours été ma position, mais encore une fois, je ne suis pas juriste. Voilà. Pour vous donner quelques exemples, je sais qu'on a des problèmes de temps, mais juste quelques exemples. Je vous parlais de l'équipementier sportif, et forcément, c'est festif. Donc, quand ils sont au stade et qu'ils expliquent les bienfaits de leur marque, etc., forcément, il peut y avoir de l'alcool. Et pour le coup, sur cet équipementier sportif, ça avait été pour moi plutôt bien géré cet aspect d'alcool, c'est-à-dire qu'il avait considéré que c'était possible. Et donc, lui, ce qu'il avait fait, c'est qu'il avait mis à disposition des alcotests dans les véhicules et que les consignes étaient très, très claires. Et que si jamais le salarié souhaitait tester parce qu'il avait un doute, de toute manière, il était parfaitement compréhensible de la part de l'entreprise qu'il ne bouge pas et qu'il ne touche pas à sa voiture et qu'il ait la latitude d'utiliser un autre moyen pour rentrer chez lui ou rentrer à son hôtel
taxis et autres. Et donc, cet aspect d'alcool avait été clairement indiqué quelque part. Ça ne voulait pas dire d'inciter à boire, hein, bien évidemment, mais que ça pouvait être considéré dans le travail. Et donc, du coup, pour éviter de se mettre en infraction, eh bien, ils mettaient à disposition, tout comme vous avez des entreprises qui mettent des éthylotests anti-démarrage préventifs dans les voitures pour que les salariés puissent se tester s'ils ont un doute. Et comme ça, ils ne se retrouveront pas sur la route en état alcoolisé et surtout en position de générer un accident pour lequel la responsabilité de l'entreprise pourrait être aussi retenue. Voilà. Donc, mais posez la question aux juristes. Voilà. On va accélérer un petit peu. Ensuite, donc on a préparé nos déplacements. Ensuite, on va passer sur la gestion du temps. Donc là, c'est savoir comment on gère le temps durant les déplacements. Donc, par exemple, sur les aléas, quand il y a un aléa, un retard, une panne, savoir comment c'est géré, donner ces règles-là par rapport à ça. Aussi, on va partir sur tout ce qui concerne l'arbitrage et les différences d'arbitrage par rapport aux urgences, par rapport aux différentes contraintes contractuelles. Voilà. Tout ce qu'il faut retenir par rapport à ça, c'est bien sûr d'éviter les différentes politiques qui sont à risque. Donc, si l'on peut, par rapport aux deux roues, supprimer leur usage parce que c'est des choses auxquelles on est le plus exposé. Éviter tout ce qui est mode de rémunération qui sont à risque et limiter l'usage d'un véhicule personnel parce qu'on n'a pas forcément, connaît pas forcément l'entretien du véhicule, comment le véhicule a été entretenu. Voilà. Donc ça, c'est des éléments qui permettent de contenir le risque, en tout cas de maîtriser le risque par rapport à l'organisation de déplacement. L'axe suivant qui concerne le choix et l'entretien du véhicule, tout d'abord, ce qu'on va rechercher à atteindre, en fait, c'est de définir quels vont être les besoins en termes de véhicules par rapport à l'activité. Quels sont les besoins de l'activité pour se déplacer et du coup, on va définir les véhicules par rapport à ça. Donc là, effectivement, on va construire un cahier des charges. On va essayer d'échanger avec les salariés pour avoir un retour d'expérience, pour avoir des tests de véhicules, par exemple. Et puis même, voilà, il peut y avoir des différentes adaptations qui sont en lien avec le véhicule. Donc, il y a un certain nombre d'équipements qui vont être obligatoires. Ensuite, il va y avoir un certain nombre d'équipements qui vont être conseillés, qui participent, on va dire, à la prévention, en tout cas à l'aspect sécurité lors du déplacement. Donc, toujours en fonction des besoins, en fonction du risque, de l'exposition, c'est d'adapter ces équipements-là au véhicule. Il va y avoir des équipements qui ne vont pas forcément avoir un aspect sécurité, mais ils vont faciliter l'activité, notamment la climatisation, tout ce qui est caméra de recul, le réglage automatique, par exemple, des rétroviseurs. Donc, ça, c'est un certain nombre d'équipements qui vont faciliter l'activité et qui vont peut-être participer sur la diminution sur d'autres risques. Également, on vous a parlé de tout ce qui est aménagement des véhicules. Donc, il y a certaines adaptations qui peuvent être possibles, notamment sur les véhicules utilitaires, avec des aménagements intérieurs qui permettent également, en cas d'accident, de limiter l'impact sur le chauffeur, qui permet de protéger au mieux. Vous verrez, quand on vous enverra le support, il y a une petite vidéo YouTube qui permet de voir la simulation d'un crash d'un véhicule utilitaire sans ces différents aménagements. Voilà. Pour les deux roues aussi, on va adapter un certain nombre d'éléments qui vont être obligatoires, mais nous, ce qu'on va recommander, c'est d'aller au-delà de ces minimums, on va dire, réglementaires obligatoires, c'est d'aller au-delà pour pouvoir protéger son salarié dans le cadre de son déplacement de deux roues, et aussi un certain nombre d'équipements, notamment les top cases, qui vont permettre d'améliorer en tout cas l'activité, faciliter l'activité du salarié et du coup limiter l'exposition au risque derrière. Voilà. Donc lorsqu'on a défini notre véhicule, le besoin en fonction des besoins de l'activité, on va passer à la gestion du parc qui est actuel. Donc là, ce qui est demandé en fait en termes de bonne pratique, c'est de mettre à disposition des moyens pour gérer le parc actuel. Donc régulièrement, on va s'assurer que le parc est bien
que les véhicules sont tout à fait conformes, hein, enfin, qu'ils sont plutôt en bon état, que les révisions ont été réalisées, que les contrôles techniques sont à jour. Et puis, ponctuellement, on peut demander aux salariés de faire des vérifications du niveau d'huile, de l'état extérieur du véhicule. Voilà. Donc, tout ça, c'est des petites vérifications ponctuelles qui permettent, en cas de problème, de le faire signaler et de le faire remonter. Bien entendu, tout ça, c'est c'est tracé dans un cahier. Et on n'oublie pas également tout ce qui concerne les équipements qui sont soumis à des vérifications périodiques, notamment les extincteurs et tout ce qui va être haillons de levage pour les véhicules, par exemple, utilitaires. Voilà, donc là, vous avez un exemple de checklist qui permet de vérifier les différents points d'un véhicule pour savoir si le véhicule est toujours en bon état. Et bien entendu, quand on demande ça aux salariés, derrière, il faut les former, il faut leur sensibiliser, il faut s'assurer que la vérification est bien réalisée. Donc là, n'hésitez pas à avoir des piqûres de rappel assez régulières. Voilà. Avant-dernier point qui concerne la gestion des communications. Donc là, le but, c'est de limiter l'usage du téléphone de la conduite, parce que quand on téléphone, on a tendance, surtout quand on téléphone en conduisant, on a tendance à être un petit peu ailleurs et on est moins concentré, on est moins focalisé sur la route. Donc là, c'est bien cadrer, bien définir les règles vis-à-vis des appels téléphoniques, savoir quand est-ce qu'on peut appeler, qui peut également nous appeler. Donc c'est pour ça que c'est important de définir le protocole de communication, ainsi que les règles à l'usage du Bluetooth. Donc, de plus en plus de véhicules sont équipés du Bluetooth. Donc, ça aussi, c'est des choses qu'on peut mettre justement dans la charte de déplacement. Comment sont gérés les déplacements, quand est-ce qu'on peut appeler, qui peut nous appeler, comment on communique le numéro de téléphone du salarié au client. Voilà, donc ça, c'est des choses, des questions, des réflexions qui doivent être amenées, sur lesquelles on doit se poser des questions et définir un cadre par rapport à ça. On peut aussi sensibiliser les encadrants, les salariés en interne, pour éviter que les managers, par exemple, de proximité, n'appellent son salarié qui est en déplacement, de faire des réunions dans la voiture lors d'un des déplacements ou des entretiens même. Donc ça aussi, on peut sensibiliser les encadrants en interne pour éviter ce type de pratique. Et ce qui est important aussi, comme on l'a vu tout à l'heure avec l'analyse des notes de frais, là on peut être dans le même cas, faire une analyse des appels téléphoniques professionnels pour voir si les règles sont bien respectées, les règles qui ont été fixées sont bien respectées, c'est que les salariés évitent l'usage du téléphone, enfin, en tout cas les appels téléphoniques lors de la conduite. Voilà, ça c'est le but de ce point-là. Je rajouterais juste une petite chose, un petit commentaire. C'est dans cette analyse, c'est le même principe que pour les notes de frais, c'est-à-dire que si c'est analysé pour sanctionner, on n'est pas dans la prévention. Si c'est analysé pour comprendre, là, on est dans la prévention. C'est-à-dire que moi, j'ai en tête une entreprise qui a fait ce travail d'analyse et ils se sont rendus compte que, par exemple, les jeunes embauchés téléphonaient plus que les anciens et c'était des techniciens. Et finalement, en fait, dans l'analyse des communications et dans la durée notamment, ils ont vu que les durées étaient beaucoup plus importantes sur les jeunes que sur les anciens. Ils se sont rendus compte que finalement, les jeunes embauchés n'étaient pas suffisamment formés et donc appelaient sans cesse les anciens pour avoir des informations. Et donc, du coup, ils se sont rendus compte que finalement, s'ils augmentaient peut-être les heures de formation, peut-être qu'ils baisseraient finalement les appels téléphoniques qui le plus souvent étaient passés au volant. Donc, vous voyez qu'on peut aussi, par ces analyses, on va dire, pas uniquement faire de la sanction et du contrôle, mais c'est bien d'être en prévention et d'essayer de comprendre l'activité du travail, comprendre, parce que écrire, il ne faut pas téléphoner au volant, ce n'est pas suffisant. Par contre, d'essayer de comprendre ce qui se passe, là, même en cas d'accident, et si vous arrivez en disant, voilà, moi j'essaye de comprendre et j'essaye de diminuer, je pense que le risque juridique ne sera pas couvert, bien évidemment, mais quelque part, on pourra essayer finalement de voir que l'entreprise, elle essaye de se passer du téléphone au volant et qu'elle essaye de mettre en place une organisation qui permette de s'en passer. Alors, le dernier point, le dernier axe, c'est ce qui concerne le management des compétences. Donc, on va voir il faudra vérifier un certain nombre de points à l'embauche du salarié.
notamment que le salarié est bien en possession du permis de conduire et qu'il est adapté à l'activité. On peut lui faire signer une attestation de validité par un salarié comme quoi lui, il engage sa responsabilité et qui définit que le permis de conduire est toujours bien valide. On peut également faire un tutorat, lui faire passer des tests, que ce soit théoriques ou pratiques par rapport à la conduite, afin de s'assurer que le salarié possède bien les compétences, parce qu'on peut très bien avoir le permis de conduire et pas forcément conduire régulièrement. Donc, c'est d'assurer faire ce test de connaissances. Également, par rapport à la gestion de ces compétences en embauche, on peut former une personne en interne qui va suivre le nouvel embauché durant sa période d'essai pour s'assurer que le salarié est à l'aise avec le véhicule, est à l'aise sur la route et que ce salarié référent pourrait transmettre les consignes, les bonnes pratiques au nouvel embauché. Voilà. Bien évidemment, communiquer au médecin du travail. Le médecin du travail, le fait de communiquer que le salarié conduit dans le cadre de son activité, le médecin du travail pourra déceler s'il y a une problématique de santé qui peut interagir avec le fait de conduire. Voilà, donc ça, c'est aussi assez important. Et puis, à ce niveau de l'embauché, c'est fournir l'ensemble des règles qui sont dans l'entreprise, lui expliquer l'ensemble des règles par rapport à la prévention du risque routier. Ensuite, le dernier point qui concerne la gestion des compétences durant l'activité. Donc là, tout simplement, c'est régulièrement, donc après, ça à vous de fixer la périodicité, c'est de s'assurer que le salarié ait toujours un permis de conduire. À nouveau, on lui fait signer une attestation, comme ça, l'employeur s'est assuré qu'à ce jour-là, il y a eu en tout cas, le salarié a déclaré que son permis est toujours valide. Et puis régulièrement, proposer, ça peut être des sensibilisations, des formations, avoir en tout cas un message qui soit régulier dans l'entreprise vis-à-vis, ça peut être du rappel des règles, vis-à-vis de la prévention, vis-à-vis des retours d'expérience. Voilà, donc c'est avoir un message qui soit régulier au sein de l'entreprise. Par exemple, ça peut être lors des 15 minutes de sécurité qui peuvent être mensuelles. Voilà, donc ça, c'est des choses qui permettent de gérer les compétences durant l'activité. Voilà. Donc, à partir de ces éléments-là, vous pouvez construire votre plan d'action. Au besoin, Efficience Santé au Travail peut également vous accompagner donc, à travers nos différents intervenants dans l'évaluation du risque routier, dans la sensibilisation donc, individuelle des salariés et également de l'encadrement par rapport à ce risque-là. On propose également un ensemble de e-learning qui sont destinés, notamment pour le risque routier, qui est destiné sur le risque routier, du coup, qui sont destinés aux salariés. Et il y a un ensemble de documents qu'on pourra vous transmettre, qu'on peut vous transmettre pour avoir des documents sur la prévention du risque routier. Il y a également le site de l'INRS, donc l'Institut national pour la recherche et la sécurité, qui propose également de la documentation, un dossier complet sur ce risque-là. Et après, je vais laisser la main à Sylvain pour présenter les formations de la CRAMIF. Alors, en fait, il existe une formation de la CRAMIF qui dure une journée et il y en a une par an et la prochaine se déroulera donc le 21 juin. Cette formation vise à vous donner des éléments complémentaires. En fait, ça va être de détailler tout ce qui vous a été présenté, mais de détailler de manière beaucoup plus précise sur l'évaluation et les mesures de prévention qui peuvent être mises en place sur le risque routier. Cette formation se déroule dans nos locaux dans le 19e, place de l'Argonne, et il y a encore 6 places de mémoire. Donc vous pouvez vous inscrire. L'inscription et le coût pédagogique est gratuit et l'inscription se fait au travers du site cramif.fr, partie entreprise, se former à la prévention des risques professionnels. Et l'inscription et les coûts pédagogiques sont gratuits. Ça ne vous coûte que du temps, plus les frais liés au déplacement. Voilà. Quand vous recevrez le support, vous aurez juste à cliquer sur les différents liens et ça vous enverra vers le site internet qui est dédié à cette formation-là. Et merci beaucoup. On a une dernière question. Alors, périodiquement, c'est quoi la bonne récurrence? Alors, la récurrence pour vérifier le permis de conduire, je suppose. Oui, c'est ça. Oui. Alors,
En fait, ça va dépendre de l'organisation, en fait, du nombre de kilomètres. Je sais que dans certaines entreprises, par exemple, notamment des livreurs de supermarchés, ils vérifient tous les mois que le chauffeur-livreur possède un permis de conduire et du coup, tous les mois, ils font signer l'attestation. Dans d'autres cas, ça peut être tous les 6 mois, tous les ans. En fait, ça vraiment dépend de l'organisation de l'entreprise, du nombre de kilomètres que les salariés vont faire. Ça peut aussi dépendre du suivi, on en a parlé, mais du suivi de tout ce qui est infractions. Parce que quand l'entreprise va utiliser, enfin, quand le salarié va utiliser un véhicule de l'entreprise, c'est l'entreprise qui va recevoir les infractions. Et si on s'aperçoit qu'un salarié a reçu trop d'infractions qui lui retirent des points, à ce moment-là, on pourrait lui demander de signer une attestation comme quoi son permis est toujours valide. Voilà, donc ça dépendra de le mode de fonctionnement en fait, de l'entreprise, en fait, les modes de déplacement, tout simplement. Tout à fait. Voilà. Il n'y a pas de règle exacte. C'est malheureux, mais c'est comme ça. En tous les cas, quand vous êtes pris en défaut, entre arriver les mains dans les poches, c'est souvent mon expression, et arriver en disant, voilà, je l'ai fait tous les mois, ou je l'ai fait 3 fois dans l'année parce que tel kilométrage, etc. C'est mieux que d'arriver sans rien. Et quand on regarde les jurisprudences et les condamnations, de toute manière, c'est forcément des entreprises qui se font condamner parce que ça faisait 10 ans, 5 ans, 3 ans qu'elles n'avaient pas vérifié les permis. Donc, sur des entreprises de transport. Voilà. Donc, les juges savent très bien qu'il y a un vide juridique sur le sujet et donc entre ne rien faire et d'avoir fait quelque chose, peut-être insuffisant, mais de l'avoir fait, ça change quand même, ça ne change pas la responsabilité, mais ça change la peine. Voilà, donc au minimum tous les ans, une fois par an, les vérifier et après en fonction de l'activité. Voilà. Moi, je dirais 2 fois par an au minimum pour des itinérants, j'entends, pas des occasionnels. Hein. C'est vraiment des salariés, des itinérants, des commerciaux itinérants. Moi, je serais plutôt sur 2 fois par an. Par contre, si c'est juste une personne qui va 3 fois par an faire une réunion en voiture, là, c'est un peu moins gênant. J'ai vu qu'il y avait une autre question. Alors oui, on a une autre question. Est-ce que les salariés qui ont un véhicule de fonction, car négocié dans leur contrat, mais qui ne sert pas comme outil de travail, doivent être pris en compte dans les indicateurs dont vous parliez quelques slides auparavant? Alors, en fait, ça va dépendre si les déplacements, si les déplacements sont faits dans le cadre du travail, c'est ça. Si le salarié a négocié dans son contrat de travail un véhicule qu'il peut utiliser de manière personnelle, dans un usage personnel, mais dans son activité, il n'a pas la nécessité d'utiliser, ça va complètement fausser nos indicateurs. Donc là, en fait, il faut se focaliser uniquement sur les déplacements, sur les véhicules qui sont utilisés dans le cadre de déplacements professionnels, dans le cadre du travail. Donc, s'il a un véhicule, mais qui ne sert pas pour les déplacements professionnels, on ne prendra pas en compte. Exactement. On ne prendra pas en compte les données dans le tableau de bord. Mais, je vais vous remercier. Un grand merci, Sylvain. Un grand merci, Pavel. Merci à tout le monde. Désolé pour le retard. Voilà. Très clair, mais les plus de temps. Donc, je crois que c'était vraiment très intéressant. De toute façon, le replay et le support de présentation vous sont envoyés demain par mail et vous pouvez évidemment contacter votre médecin du travail ou la CRAMIF ou les deux pour tout renseignement complémentaire. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre attention. Merci. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir.